Bonjour! L'histoire d'amour d'aujourd'hui concerne une femme hors du commun. Et comment s'aimer et être aimé quand la vie n'est que douleur? Allez, c'est par ici! Magdalena Frida Carmen est née le 6 juillet 1907 à Mexico, dans la Casa Azul, actuel musée Frida Kahlo, à Coyoacán, au sud de Mexico. C'est la troisième fille sur 4 d'un émigrant allemand, Karl Wilhelm Kahlo, joaillier puis photographe, et de Mathilde Calderón González, qui est la fille d'un général espagnol et issue d'une famille indienne. Tout au long de sa vie, elle aura une santé fragile. Elle souffrait de poliomyélite depuis l'âge de 6 ans. La polio, comme on dit, est une infection transmise par voie digestive qui atteint la moelle épinière ou spinale, on peut dire les deux, et qui peut entraîner une paralysie. Et le plus souvent, les jambes, et pouvant atteindre tout l'appareil respiratoire. Par conséquence, toute sa jambe droite s'est atrophiée. Elle n'a jamais eu la taille qu'elle était censée avoir. Et à l'école, on l'appelait Frida la boiteuse. Elle rêvait d'être médecin. Mais, à 18 ans, Frida est dans le bus, avec Alejandro, son petit copain. Elle rentre de chez elle après les cours. Soudain, un tramway percute le bus et l'éventre, écrasant de nombreux passagers. Pour Frida, plus de 20 fractures à travers tout le corps. Et comme si ça suffisait pas, elle se retrouve empalée par une barre de fer qui va la transpercer du vagin à l'abdomen. Elle a dit que cette barre d'appui l'avait transpercée comme l'épée traverse le taureau et que c'est comme ça qu'elle a perdu sa virginité. Ce traumatisme va être responsable d'un syndrome d'Asherman qui l'empêchera de mener à bien ses grossesses. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, la cavité de l'utérus est tapissée de l'endomètre, un tissu qui est composé de 2 couches. La couche fonctionnelle, qui est éliminée pendant les règles, et la couche basale, qui est nécessaire pour régénérer la couche fonctionnelle. Un traumatisme sur la couche basale, ce qui est arrivé à Frida, lui a développé des cicatrices intra-utérines, puis des adhérences qui ont obstrué son utérus. Ce syndrome sera par la suite responsable des 3 fausses couches que fera Frida. Elle n'aura jamais d'enfant. À l'hôpital, elle écrit à son amoureux, Alejandro, dès qu'elle peut tenir un crayon. Il se fait distant, part en Allemagne et reviendra au Mexique que 2 ans plus tard. Pour elle, de longs mois d'hospitalisation l'attendaient encore. En 1925, elle sera obligée de porter pendant 9 mois des corsets en plâtre. Alors, elle demande à ce qu'on lui installe un miroir au-dessus d'elle. C'est là qu'elle se formera toute seule à la peinture, se servant de son reflet comme modèle. À partir de ce moment-là, elle utilisera la peinture pour extérioriser et sublimer la douleur qui ne la quittera jamais. En 1928, elle rencontre pour la première fois le peintre Diego Rivera dans l'auditorium de son école. Elle l'admire. Elle l'interpelle en plein travail pour lui demander ce qu'il pensait de ses œuvres. Diego écrira qu'elle possédait une sincérité plastique fondamentale et une personnalité artistique propre. Elle véhiculait une sensualité. Pour lui, cette jeune fille était une véritable artiste. En 1929, hop, elle l'épouse. Frida a 21 ans et Diego 42. Ils partent s'installer à Mexico dans un atelier. Mais Diego ne tarde pas à la tromper. Et c'est réciproque. Bisexuelle, elle va séduire de nombreux hommes et femmes. Mais malgré ça, leur relation est véritablement passionnée. En 1933, Frida découvre que Diego la trompe avec sa sœur Cristina. Sœur qu'elle avait aidée à partir de chez ses parents pour qu'elle puisse vivre avec son petit ami. Frida quitte alors le domicile conjugal et part s'installer dans le sud de Mexico. Elle n'y reviendra que quand la relation de son mari avec sa sœur se terminera. En 1935. En 1937, Léon Trotsky, un révolutionnaire russe, reçoit l'asile politique au Mexique. Lui et sa femme sont accueillis par Diego et Frida dans la Casa Azul. Elle a eu une brève liaison avec Trotsky. Dangereuse. Très dangereuse. Elle a eu une brève liaison avec Trotsky. En 1938, Frida fait une rencontre qui va changer sa carrière professionnelle. Elle accueille André Breton. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Venu à Mexico pour faire une série de conférences. Il viendra accompagné de sa femme Jacqueline Lamba. Jacqueline et Frida vont devenir super copines. Jacqueline va la présenter à son réseau, ce qui permettra à Frida de devenir l'une des peintres les plus connues de sa génération. En décembre 1938, elle va divorcer d'avec Jacqueline. Oh On verra par la suite, mais ça pas du tout. En décembre 1938,
Elle divorcera d'avec Diego pour se remarier avec lui 2 ans plus tard, en 1940. En 1939, Frida vient à Paris. Et elle est hébergée chez André Breton pour la grande exposition sur le Mexique. Elle n'aime plus André Breton. Elle a dit qu'il avait un regard prétentieux sur son art. Elle dit ressentir du mépris et de l'incompréhension. Elle va se consoler auprès de Jacqueline. En août 1953, on l'ampute de la jambe droite jusqu'au genou à cause de la gangrène. 1 mois avant l'amputation de sa jambe, elle avait écrit dans son journal intime « On m'a amputé la jambe il y a 6 mois qui me paraissent une torture séculaire. Et quelquefois, j'ai presque perdu la tête. J'ai toujours envie de me suicider. Seul Diego m'en empêche, car j'imagine que je pourrais lui manquer. Il le dit, je le crois. Jamais de ma vie je n'ai souffert davantage. J'attendrai encore un peu. » Frida Kahlo est morte dans la nuit du 13 juillet 1954, à 47 ans. Elle est morte d'une embolie pulmonaire. Son dernier dessin suggère qu'elle se serait suicidée avec une overdose de médicaments. Et dans son dernier tableau, au milieu, elle a écrit « Viva la vida !» Tu sais quoi? Eh bien Frida, elle voulait être incinérée. Et comme elle a passé toute sa vie couchée, elle ne voulait pas finir comme ça. Alors ses cendres, ils l'ont mis dans une urne qui avait la forme de son visage. Et puis ils l'ont posée sur son lit dans la Maison Bleue. Si, c'est Karine qui me l'a dit. Être amoureux de quelqu'un, c'est très narcissique en fait. Ce que l'on aime chez l'autre, c'est l'image qu'il renvoie de nous. Frida estimait beaucoup Diego. Elle le mettait sur un étron d'argent. C'est horrible, un étron d'argent. Un étron d'argent. Mais pourquoi ça vient de... Je ne sais pas, c'est stade anal, moi je suis restée. Bon allez. Elle le mettait sur un piédestal en tant qu'artiste. Et lui s'est intéressé à elle. Quand il a dit qu'elle avait une sensualité vitale, il érotisait son travail. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça me fait penser au couple que formaient Camille Claudel et Rodin. Tu sais, ce besoin qu'ont eu ces femmes de trouver chez leurs amants un mentor, un guide, quelqu'un qui croyait en elles. Tandis que les hommes cherchent des muses. Tiens d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, comment on dit muse au masculin? Attention au premier qui dit museau! Frida a réussi à échapper à son isolement en sublimant sa douleur grâce à son travail de création artistique. La sublimation, en psychologie, est un processus complexe par lequel la pulsion de vie ou de mort dévie de son but sexuel immédiat pour se mettre à la disposition d'activités culturelles socialement valorisées. Comme par exemple son inscription au Parti communiste en 1928 et son implication dans les luttes féministes. Dès le début de leur mariage, Diego la trompe. Ce qui n'est pas banal pour une période dite de lune de miel. Elle en est dingue. On parle d'amour passionnel la concernant. Elle laissera passer tous ces écarts et elle le trompera aussi, car comme le couple Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir à la même époque, un amour essentiel et des amourettes secondaires. On associe souvent le mariage avec ce qu'on pourrait gagner, ce que je vais pouvoir obtenir de l'autre. Là, en l'occurrence, l'exclusivité. On imagine plus rarement ce qu'on pourrait y perdre. Est-ce que je suis prêt ou prête à renoncer à ma vie de célibataire? Vais-je pouvoir honorer les engagements du mariage? Eh oui! Méfie-toi de l'ivresse que procure l'amour et du bain d'endorphine qui aveugle ton jugement. Ça tiendra un temps, mais combien de temps? Frida et Diego étaient devenus un couple libertin et ne semblaient pas souffrir du fonctionnement de leur relation. Enfin, jusqu'au drame. Le couple libertin passe souvent un contrat moral qui est « on se dit tout, on se cache rien ». Mais j'ai pu constater de nombreuses fois qu'à partir du moment où l'on cache quelque chose à l'autre, eh bien là, l'autre peut considérer qu'il y a eu tromperie. Tout le monde a son seuil de tolérance et ses limites. Diego les dépasse quand il entretient une relation avec la sœur de Frida. Elle lui écrira tout en demandant le divorce. « Vais-je continuer à croire comme une imbécile à toutes tes conneries? Croire que tu es un dieu? Reste dans ta misérable vie de porc, tu n'es qu'une merde. » Bon, là, on se dit que c'est mort, qu'elle ne reviendra plus. Bah tu sais qu'ils vont se remarier 2 ans plus tard en jurant fidélité. Oh, l'amour-passion. Dans la philosophie scolastique, qui mêle philosophie grecque et théologie chrétienne, le terme de passion désigne la passivité, le fait de subir. La passion, c'est un sentiment qui devient tyrannique, exclusif. La personne est focalisée sur l'objet de son amour, ce qui implique l'indifférence pour tout le reste. La passion apparaît donc comme un déséquilibre. C'est le développement monstrueux d'un sentiment au détriment de tous les autres. La passion fausse le jugement. Le passionné ne raisonne plus du tout de manière équilibrée et impossible de lui faire changer d'avis.
Pourquoi? Eh bien parce qu'il fait d'abord ses conclusions et après, il construit un raisonnement logique pour justifier sa passion. La passion casse la monotonie du train-train quotidien. On a l'impression que ça apporte une valeur ajoutée à l'existence. Voilà pourquoi Kant la voyait comme une maladie de l'âme. L'amour-passion est égoïste, possessif et dévorant. Et elle veut réduire l'être aimé à une possession, un objet. Mais ça, c'est sans prendre en compte le libre arbitre de l'autre. L'amour-sentiment, lui, est un amour de bienveillance. L'amour-passion est un amour d'attachement. Et comme le dit Maître Yoda, l'attachement mène à la jalousie. À l'ombre de la convoitise, il grandit. Et toi, as-tu vécu une histoire d'amour passionnelle? Dis-le-moi en commentaire. Voilà, j'espère que cette nouvelle histoire d'amour t'a plu. À dans 15 jours, bis à tous.